On est live, voilà, il fallait que j'active mon micro, bien évidemment. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je suis avec deux collègues de la rédaction de QI Basket, bien évidemment. On est d'abord, on va le faire dans l'ordre de passage qu'on va faire. Bien sûr, Julien qui est là, notre fan des Wolves attitré, qui a subi pendant très longtemps, mais l'heure maintenant est au succès des jeunes loups, qui donc dans cette série face à Memphis montre beaucoup de choses, beaucoup de visages différents, parfois pour son mal et sa souffrance, hein, Julien. On pense notamment au Game 3 qui a été un peu compliqué sur la fin, alors que l'avance était, la domination était de mise, alors qu'on salue Bruxellaire qui nous rejoint dans les 5, bienvenue à toi. Julien, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, merci Clément. Salut à tout le monde. Et puis ouais, une série accrochée qui fait kiffer, donc pour plein de raisons. Et, on va en parler, mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir une série de playoffs des Wolves déjà, ça arrive pas souvent. Et puis d'avoir une série accrochée comme on l'espérait. On n'est pas passé au travers pour l'instant, donc c'est une bonne chose, donc forcément ça va bien. On a bien évidemment avec nous l'homme, la légende qui fait des analyses incroyables en ce moment. Les playoffs sont là. Il est non pas comme Domantas Sabonis resté chez lui, il est sur le devant de la scène, bien évidemment. C'est FD. FD, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait du bien de voir du basket, du vrai, puisque maintenant j'ai plus besoin de regarder les Knicks. Donc je peux enfin regarder du basket qui ressemble un peu à plus que de la bouillie, quoi. Donc Et du coup, forcément, ça me donne envie d'écrire des articles, quoi, quand je vois du beau voilà, basket. c'est ce que j'allais dire. Et donc du coup, tu devrais, à l'instar de Jordan, bien évidemment, changer de franchise. Du coup, je te Non, conseille pour ton bien pas et tout de celui de suite. QI. Pas tout de suite. Peut-être plus tard dans ma vie, mais pour l'instant, je reste loyal. Tu as encore l'espoir, Nix. C'est beau, c'est beau. Félicitations. Je pense que ça mérite des salutations. On va d'abord parler pas mal de Memphis face aux Grizzlies avec Julien. Ensuite, on s'attaquera avec une analyse vidéo, bien sûr, pour ce Suns Pelicans qui fait suite à l'article d'FD, hein, qu'on va essayer d'augmenter, d'aller un petit peu plus loin, de voir certaines choses et puis de reprendre tout simplement, puisqu'il est extrêmement complet. Vous l'avez bien évidemment dans le chat un petit peu plus haut. Julien, on va commencer par Memphis. Donc, les Wolves face aux Grizzlies, les Loups face aux Grizzlies, bien évidemment. Julien, un petit peu ton avis global avant qu'on rentre plus dans les détails, les points clés qu'on a ciblés. Comment ça se passe de ton côté en tant que fan des Wolves, bien sûr? Ah, c'est carrément cool de voir une série à 2-2 de playoffs face au deuxième seed de l'Ouest. Faut quand même le rappeler, même si la série elle a hypé du monde avant le début des playoffs et que je pense qu'elle répond à pas mal d'attentes et qu'elle correspond aussi à ce qu'on pouvait envisager de cette série-là entre deux équipes qui restent quand même très jeunes avec des leaders qui ont leurs qualités, leurs défauts. On y reviendra particulièrement Ja Morant et Karl Anthony Towns. Mais voilà, une série qui est fun. Quel plaisir quand même de voir évidemment les Wolves à 2-2 parce que même si on pouvait l'espérer par rapport à ce qu'on avait fait dans la preview en termes de match-up, etc. Il fallait encore que ça se vérifie derrière et que Minnesota puisse tenir le choc face à une équipe qui est quand même complète, qui a un gros collectif. Pour l'instant, ça se vérifie. Grosse frustration évidemment au Game 3 d'avoir eu cette débâcle sur laquelle on va revenir. Où on mène de plus 26, où on recreuse un écart derrière et on n'arrive pas à finir le match et on se fait torcher clairement dans le quatrième quart-temps parce que même tactiquement, je pense même pas qu'on va pouvoir dire beaucoup de choses sur ce match-là, enfin sur ce comeback-là des Grizzlies parce que c'est les Wolves qui ont donné clairement ce match-là en s'effondrant mentalement complètement, ce qui est un aspect sur lequel on peut revenir par contre. Donc un peu de frustration de ce game-là. Maintenant, est-ce que ça aurait donné le match 4 aussi qu'on a vu à Minnesota? C'est pas certain. C'est toujours la même chose. Une défaite ou une victoire peut changer le résultat du match suivant selon l'état d'esprit que ça engendre chez l'équipe. Donc voilà, pour l'instant, satisfait clairement de beaucoup de choses. Il y a évidemment d'autres trucs à dire, d'autres trucs à redire plutôt, des satisfactions, mais des problèmes que Minnesota va devoir régler. Ça permettra, j'extrapolerai un petit peu, mais quand on reviendra sur Towns par exemple, mais ça permet aussi de se poser des questions, ou sur Morant, ça permet de se poser des questions sur l'avenir aussi, pas que sur cette série, pas que sur qui en sortira gagnant, mais aussi sur l'année prochaine et ce que doivent viser ces équipes-là aussi, puisqu'il y a des problèmes qui sont mis en évidence par cette série.
Donc voilà, clairement une série intéressante au global, des bonnes choses, mais est content d'être à 2-2, d'avoir un Game 5 qu'on sait toujours extrêmement important, parce que potentiellement le plus décisif d'une série à jouer. Ce sera à Memphis, ce sera pas facile, mais voilà, on attend ça ce soir avec impatience. On a bien évidemment dans la preview, vous le voyez avec l'illustration à l'écran, et c'est disponible en rediffusion sur YouTube. On avait déjà avec Julien abordé quelques points, notamment l'importance du rebond. On a vu dans les premiers matchs qu'il y avait eu des ajustements qui étaient faits là-dessus en termes de personnel, notamment vis-à-vis du mismatch et du match-up face à Karl Anthony Towns. Les Grizzlies avaient un petit peu hésité, balbutié. Il y avait eu du Steven Adams en tout début de série qui avait été assez préjudiciable à cette équipe-là parce que pas assez mobile pour contenir les drives du loup, bien évidemment, en chef. Donc vous pouvez aller revoir ça. C'est des points qu'on va pas forcément réaborder du coup. On en avait déjà pas mal parlé dans la preview du coup. À raison, on peut s'envoyer des fleurs. On a été plutôt performant là-dessus sur cette analyse-là. Donc tant mieux, c'est pas toujours le cas. Des fois on se plante complètement. Donc bon, quand c'est le cas, on peut vous y renvoyer en tout cas. Ça a été intéressant, c'était les premières choses. Moi je trouvais aussi que les premiers matchs étaient un poil brouillon, un poil chaotique. Je sais pas ce que t'en penses. Encore une fois, des jeunes équipes et aussi je pense que en termes de match-up, c'est deux équipes qui je trouve sont très similaires dans le sens où sur demi-terrain c'est pas forcément des équipes ultra performantes comparées encore une fois aux équipes de play-off et qui font plus leur jeu en transition, donc en multipliant aussi les rebonds offensifs pour avoir plus de possession potentiellement et donc plus de manière de marquer, et puis en jouant la perte de balle et la transition beaucoup. C'est des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui jouent très bien la transition dans les deux équipes. Voilà, c'était pour faire le résumé de ce qu'on avait dit très grossièrement dans la preview. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube encore une fois, et je vais mettre la commande YouTube dans le chat. Je vais en profiter puisque j'ai programmé ça. On va maintenant revenir sur d'autres petits ajustements qui ont été faits, qui pourront être faits ou qui peuvent être discutés un peu plus avant dans cette série, et tu le disais parfaitement Julien, sur les deux meneurs des deux équipes, en les personnes de Ja Morant et de Karl Anthony Towns, alors qu'on salue Kilak qui arrive. Bonsoir à toi, bienvenue, installe-toi, fais comme d'habitude, sans toi chez toi, n'hésite pas à commenter dans le chat. Ja Morant et Karl Anthony Towns qui font... Alors surtout pour Kat, je vais peut-être te lancer sur Kat en premier lieu. Karl Anthony Towns, je trouve qu'il fait vraiment baromètre dans cette preview où chaque bon match qu'il fait, les Wolves gagnent. Chaque match où il est un peu plus en deçà, c'est plus compliqué et les Grizzlies ont tendance à avoir l'avantage. C'est très schématique, bien évidemment. Néanmoins, je pense qu'il y a un peu des raisons à ça. Et je peux te lancer sur Karl Anthony Towns globalement sur ses difficultés, et après on va peut-être pointer des choses plus précisément. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as le même ressenti que moi? Et comment ça peut s'expliquer? Clairement, alors c'est expliqué, on va rentrer dans le détail un peu plus tactique, mais forcément, c'est supposément le meilleur joueur de cette équipe. Et je pense qu'en termes de basket pur, en attendant de voir comment va se développer Anthony Edwards au fur et à mesure, ça reste le meilleur joueur de cette équipe. C'est une formidable arme offensive. Défensivement, on arrive à le rendre utile sur le edge. Je vois que Kawelito vante les mérites du edge, et voilà, c'est tout à fait logique. C'est ce qu'on avait dit pendant la preview. On savait que toi, tu avais un avis un petit peu plus mitigé sur la capacité à stopper, entre guillemets, Ja Morant autant que faire se peut avec ce système-là. Mais force est de constater que ça marche plutôt bien. Alors, on reviendra sur Ja Morant, mais toujours est-il que Kat, du coup, arrive à se rendre utile défensivement parce qu'on ne le met pas juste en protecteur d'arceau où on sait qu'il est relativement limité, ou en drop coverage, par exemple, où il est en général pas bon sur ce système-là, concrètement, lorsqu'il faut redescendre pour couvrir l'arceau sur pick and roll. Là, dans ce système-là, il arrive à être agressif sans faire de fautes, trop de fautes. Sur Ja Morant notamment, on l'a vu sur le game précédent, sur le game 2, il en fait une ou deux. Alors, il y en a une où il fait une flagrante notamment, il me semble, je crois qu'elle est sifflée comme telle, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il arrive à se rendre utile défensivement, mais clairement offensivement, c'est là que l'importance vraiment se fait ressentir de sa part. Et en effet, oui, on voit que quand il fait deux mauvais matchs, alors avec plein de raisons différentes, mais en tout cas, Minnesota perd ces deux matchs-là. Est-ce que c'est un hasard? Non.
Maintenant, est-ce que c'est forcément dû qu'à lui? Pas forcément non plus. Dans le game 3, par exemple, il est complètement coupé du jeu. On va revenir sur le pourquoi du comment. Il est coupé du jeu par les Grizzlies de manière très efficace. Pour autant, ça n'empêche pas les Wolves de prendre 26 points d'avance. C'est ce qu'il a expliqué en fin de match, avec Chris Finch notamment. C'est-à-dire que quand le collectif tourne autour et quand lui arrive à trouver aussi les bonnes passes, les bonnes sorties de balles en tête de raquette notamment, où il doit jouer assez simple, l'équipe peut tourner et comme il attire une bonne partie de la défense de Memphis et qu'il attire au moins la concentration sur lui, nécessairement les autres à côté ont plus d'espace. Donc forcément, il est capital en attaque pour les Wolves, mais on a vu au Game 3 que même lorsqu'il est coupé du jeu, même Minnesota peut performer. Alors c'est plus difficile, ça nécessite plus d'impact de la part des autres joueurs, mais c'est pas impossible. Par contre, dans le Game 3, en plus d'être coupé du jeu, il se sort lui-même du match. Et ça, c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on avait expliqué en preview, autant avec toi que dans la preview écrite sur le site, c'est que Kat, son premier adversaire, c'est avant tout lui-même. Et c'est triste à dire toujours parce qu'il a 27 ans, qu'il faudrait qu'il prenne un peu de plomb dans la tronche. Donc il arrive toujours à se sortir des matchs. Chris Finch l'a dit après le Game 3, les fautes offensives, c'est le gros problème, c'est ce qui nous fait le plus de mal. Et clairement, c'est ça, puisqu'on arrive à le limiter en termes de fautes offensives, alors qu'on avait un peu peur de ça. Moi, j'avais un peu peur de ça avant le début de la série, en me disant, Ja Morant, il va agresser sur le pick and roll. Donc soit Kat en venant agresser très très haut, en venant prendre très très haut, ou alors en étant obligé de le suivre potentiellement ou de se faire attaquer sous le cercle, il va prendre des fautes. Défensivement, il n'en prend pas tant que ça. Par contre, offensivement, il fait ça, sa faute, c'est 2 fautes par match. Complètement stupide la plupart du temps, hein, où il met le coup de trop haut, il envoie la jambe n'importe comment pour Et aller puis chercher une faute. Alors que je vais rebondir là-dessus par rapport aux fautes offensives. Les Grizzlies ont tendance à défendre de 2 manières différentes Karl Anthony Towns, avec 2 zones différentes en réalité, puisque on le sait, Karl Anthony Towns aime beaucoup aussi jouer poste haut, que ce soit pour pouvoir écarter le jeu, parce qu'avec sa menace de tir à 3 points bien évidemment, mais aussi plus poste bas. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi je vois 2 façons de défendre différemment au fur et à mesure qui s'est installée cette série. En haut, au poste haut, il y a vraiment cet aspect, on va lui balancer un joueur plus petit, on switch et on met un joueur plus petit sur lui. On a notamment vu Bane, on a notamment vu Brooks se relayer sur lui. Et puis, au poste bas, il y a la double team tout de suite qui arrive sur lui et on le force surtout à lâcher le ballon et à faire usage de son playmaking en pariant. Moi, c'est ce que j'ai noté aussi avec peut-être une faiblesse du roster où je trouve que dans votre 5 majeur et souvent aligné aux côtés de Kat, il y a ce problème il y a 2 non-shooters globalement avec Vando, Jared Vanderbilt, pardon, pour ceux qui ne connaîtraient pas son petit nom, et Patrick Beverley, parce que Patrick Beverley, c'est un shooter correct, il est dans la moyenne de la ligue, un petit peu en dessous de la moyenne de la ligue à 3 points cette saison. Mais par contre, en vrai, le volume n'est pas réellement présent, et puis il en refuse, et puis tu vis avec les shoots de Patrick Beverley globalement derrière la ligne, et ça permet aussi de moins close-out, etc. Donc finalement, il n'y a que 2 réelles cibles pour Karl Anthony Towns sur le playmaking, que sont bien évidemment D'Angelo Russell et Anthony Edwards, notamment pour le shoot à 3 points à l'extérieur. Et en fait, si tu défends bien ces 2-là, une fois que tu as pris au poste Karl Anthony Towns, bien évidemment, tu te mets quand même dans une bonne situation pour concéder un shoot que tu peux largement concéder et que tu peux défendre correctement. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est ce qui a été mis en place dès le Game 2. On n'a même pas vraiment compris que Adams joue le Game 1. C'était évident qu'il allait se faire tabasser par Towns. Après, je pense qu'il y a une nécessité pour Taylor Jenkins de garder son gars dans la série et de le faire jouer dès le premier match parce que c'est le plus gros salaire, parce que c'est de l'expérience, etc. Néanmoins, il est un peu disparu de la série. Il est d'ailleurs revenu dans le Game 4. Et les séquences où il est là, il se fait encore manger d'ailleurs. Mais clairement, c'est ce qui a été mis en place par Memphis dès le Game 2 avec pas mal de switch. Alors déjà avec Jaren Jackson Jr. qui passe en 5, donc déjà lui-même sur Karl Anthony Towns est capable de gêner le drive et de bien défendre sur lui parce qu'il est beaucoup plus mobile. Et en plus, il a une très bonne capacité à switcher avec des gars, comme tu disais, comme Bane ou Brooks, qui eux vont être capables vraiment de se mettre face à Towns et de contenir le drive. Après, euh, comme enfin, faut pas exagérer non plus. Karl Anthony Towns, c'est quand même un mec qui l'ait fait 2 fois, quoi. Donc, même si c'est des très bons défenseurs, alors Ben très costaud. Mais bon, on a vu souvent Dillon Brooks arriver à contenir le drive de Towns, un peu moins dans le Game 4 d'ailleurs. Mais Towns, justement, quand il est très agressif, sans être
faire n'importe quoi et en allant prendre des fautes offensives comme il fait dans le Game 3. Mais quand il est comme dans le Game 4 où il arrive sur Brandon Clark, sur Dylan Brooks, à passer au niveau du drive, et même s'il n'arrive pas à finir, à au moins attraper la faute, déjà, c'est un net progrès. Dans le Game 4, en soi, il n'y a pas une tactique particulièrement différente des Wolves. Il y a quelques ajustements. Il y a deux, trois shoots qui sont pris par Towns qui, justement, sont amenés par des systèmes un peu différents. On le voit à un moment donné ressortir off-screen et qui lui permet de lâcher Brandon Clark tête de raquette. Voilà, on voit deux, trois systèmes qui sont mis en place pour lui permettre d'avoir de meilleurs shoots, peut-être à creuser d'ailleurs. Mais en soi, tactiquement, c'était à peu près la même chose que sur les games 2 et 3, où on a justement cette prise un peu post-haut, après le switch, donc un early switch, début de possession, on le voit tout de suite dès la montée de balle. Le switch se fait tout de suite et c'est de suite Brooks ou Clark ou surtout qui vont prendre position sur Towns, mais c'est à lui aussi d'être capable en faisant deux fois le poids de ces gars-là d'aller driver, d'aller au cercle, d'aller chercher au moins la faute, ce qu'il a su faire dans le Game 4. Donc là, ça, clairement, c'est un des premiers aspects où lui doit faire mieux, mais où les Grizzlies ont fait un ajustement très correct et qui a très bien fonctionné sur 2 matchs, et qui aurait pu encore fonctionner sur le Game 4 s'il était pas arrivé à aller chercher pas mal de lancers. Et la deuxième façon, c'est que même lorsqu'il arrive justement à prendre son drive et à être retenu, il doit kick out. Donc là, comme tu le dis, le manque avec seulement 2 shooters, et surtout Dilo qui est pas hyper adroit, qui est pas hyper agressif, je trouve, en termes de shoot sur cette série. Pour le moment, même s'il y a plein de choses qu'il fait bien comme toute la saison, il est un petit peu discret globalement offensivement. Donc le problème, c'est qu'en effet, ça limite les possibilités de shooter, mais c'est surtout que si tu reprends si tu contiens le drive de Kat assez haut sur le terrain et que tu as besoin que de Brooks ou de Brandon Clark pour le faire, il n'est pas doublé, donc les autres joueurs sont pris. Donc il n'y a même pas de raison particulière pour qu'ils aient un shoot ouvert. Tant qu'il passe pas son drive ou s'il n'est pas doublé, il n'y a pas de joueur libre. Donc même si tu as des bons shooters, les tirs risquent de ne pas être ouverts forcément. Donc déjà, ça, c'est une problématique. Et ensuite, soit il est pris, soit justement quand il kick out et la balle ressort derrière, le gars reste sur lui. Donc Brooks, par exemple, reste sur lui. C'est tellement détaillé qu'ils arrivent à l'empêcher complètement de prendre position au poste bas. Ils arrivent à rester sur lui, ils arrivent à le bouger, etc. Alors, le bouger sans plus, mais ils arrivent au moins à rester devant lui et à le gêner considérablement. Donc on n'arrive pas à le toucher poste bas, là où il pourrait potentiellement profiter d'une mismatch de taille au moins. Donc c'est là aussi où lui doit se bouger. On l'a vu, on le voit sur le Game 4. J'essaierai de faire l'article avec les vidéos parce qu'il y en a une où il prend position poste bas, il est gêné. Alors c'est Tillman. Je reviendrai sur Tillman, mais Xavier Tillman qui a été mis un petit peu sur lui, un peu par la force des choses dans cette série et qui du coup est redescendu un peu sur terre et qui s'est un peu fait manger défensivement dans le Game 4. Et justement, Towns il est gêné, Tillman est devant lui, sauf qu'il arrive à être suffisamment mobile et suffisamment rapide pour faire 2 petits pas de côté très rapides. La passe est trouvée, il catch et en plus il redonne derrière à Vando. Dans un autre cas, il peut finir lui. Donc c'est à lui aussi à la fois sur les tentatives de drive postaux où il doit passer les mecs comme Dylan Brooks parce qu'il est plus costaud, parce qu'il est rapide en plus, ou alors quand il n'arrive pas à prendre position poste bas, à se déplacer un petit peu plus vite, à bouger pour essayer de s'ouvrir des lignes de passe, quoi. Karl Anthony Towns, moi c'est un peu ma question. J'ai l'impression qu'il est très inconstant sur ses capacités justement à faire la différence sur le drive vis-à-vis de différents défenseurs et notamment, comme tu le dis, sur les défenseurs plus petits. On a vu donc plusieurs défenseurs des Grizzlies se relayer sur Karl Anthony Towns. Tu le disais très bien, Brooks, Bane, mais aussi quand il y a les rotations avec la seconde unit, je pense un peu à Kyle Anderson ou ce genre de choses. Et après, Xavier Tillman, etc. Je trouve que pour les bigs, alors Xavier Tillman, du coup, je vais couper l'herbe sous le pied, ça a été peut-être une erreur dans le sens où il avait fait un bon premier match et ça avait été un ajustement intéressant pour les Grizzlies sur le match 2. Sur le match 4, ça a été plus compliqué pour lui et là pour le coup il a moins été capable de suivre Karl Anthony Towns. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles Kat a réussi un match quand même un meilleur match où il a réussi à se mettre en rythme très vite sur ses drives et faire parler sa mobilité. J'ai quand même selon toi, est-ce que ce step-up de Kat sur le drive et sur réussir à éliminer ces défenseurs plus petits qui pourraient le gêner sur la mobilité, ou alors réussir à les poster ou réussir à faire parler son avantage physique du coup, jouer réellement ce mismatch-là, pardon. Est-ce que tu vois ça possible? Moi j'ai un vrai doute, je trouve qu'en fait il arrive à le faire une fois sur deux, c'est très inconstant, je comprends pas trop où il en est en termes à ce niveau-là, et après il y a aussi le problème des fautes offensives où je trouve que parfois
il est frustré, il se frustre et il commence à mettre le bras, à faire des refs externes. J'ai une action en tête où il prend une offensive directe, c'est sur Desmond Bane, où il lui met un coup de coude en plein au torse, juste pour le dégager, donc c'est évident, et après il se frustre énormément. Je crois que c'est au game 3 qu'il est vachement dans cette frustration-là, qui est, même en tant que supporter neutre, assez insupportable à voir, vraiment, ça, au bout d'un moment, genre, mec, reconcentre-toi. Est-ce que en tant que fan, et Kawelito, qui est un fan acharné des Wolves, nous le dira, nous prendra peut-être le contre-pied, est-ce que tu t'imagines ce step-up là possible ou pas sur cette série? Et comment tu vois ça? Bah, je vais être pas sévère, mais essayer d'être juste. Je le vois possible comme il l'a fait sur le Game 4. Je le vois possiblement raté comme il pourrait le faire sur un Game 5 ou comme il l'a fait sur le Game 3. Ou, voilà. C'est comme tu l'as dit, c'est pas une fois sur deux. On n'a pas la stat, on va dire. Mais oui, il peut passer à côté, comme il peut être capable dans des matchs de step up entre guillemets offensivement et de faire complètement ce qu'il veut. Après, c'est aussi flatteur d'une certaine manière pour Towns. Je vais quand même un petit peu le défendre aussi parce qu'il fait quand même 2 gros matchs sur la série. Alors c'est pas suffisant entre guillemets, mais on est quand même une série comme on disait au départ qui est bizarre en termes individuels. Si on prend la série de Ja Morant, euh, peut-être que Gris Affair dira le contraire, on va sauter au plafond, mais la série de Ja Morant n'est pas incroyable. Il alterne le chaud, le froid. Il est obligé, parce que la défense de Minnesota s'est fortement adaptée, de jouer différemment. Mais on a 2 stars, enfin 2 leaders de leurs équipes qui sont très bien défendus aussi par leurs adversaires. Minnesota a trouvé son plan avec le edge sur Morant, on reviendra sur ça après. Et les Grizzlies, c'est quand même flatteur pour Towns aussi d'une certaine manière. Ils sont obligés d'envoyer la moitié de leur équipe au relais sur Towns. Concrètement, on a cité quand même depuis le début Brandon Clark, Dillon Brooks, Desmond Bane, Xavier Tillman, Jaren Jackson Jr. On a au moins 5 mecs qui défendent sur Karl Anthony Towns à chaque match. À chaque match. On voit que c'est la priorité numéro 1 sur quasiment toutes les possessions, à part quand ça part un peu dans tous les sens, quand on est en transition ou autre. Mais dès qu'on est sur demi-terrain, c'est la priorité qui est donnée par les Grizzlies, avec le early switch la plupart du temps. Donc ça veut dire que la première action défensive opérée par Memphis, c'est de gérer Kat. Donc c'est d'une part révélateur de son importance offensive, et d'autre part, ça relève effectivement la nécessité pour lui de complètement step up et d'essayer de contourner ça. Alors déjà, il n'a pas été forcément habitué à ça, on va dire, en saison régulière, où pas toutes les équipes jouent avec cette intensité-là et avec ces systèmes défensifs-là. Mais est-ce qu'il est capable, sur tous les matchs d'une série, de prendre ses drives, d'aller chercher les fautes, de ne pas faire de fautes offensives, de ne pas en faire une ou deux, parce qu'en fait, on parle de ça. On ne parle pas de 50 fautes offensives, il ne peut pas en faire 50. Donc une seule ou deux, ça suffit à le mettre dedans. Et ça suffit à mettre l'équipe dedans. C'est pas grand-chose, c'est une action débile par match, 2 actions débiles par match, mais sauf que le problème, c'est que ça le met dedans complètement. Est-ce qu'il est capable de plus le refaire et de faire que des Game 4 ou des Game 1 encore une fois, 2 fois ou 3 fois dans cette série? Non, si je suis juste, je te dirais qu'il peut passer au moins une fois sur 3, potentiellement, à côté. J'espère pas plus. S'il C'est passe pas parfait. plus d'une fois sur 3 à côté, déjà, on peut commencer à faire des pronostics peut-être différents. C'est parfait, Kawalito le résume très très bien et j'aime beaucoup la formule, je suis d'accord, on ne surveille pas le step-up mais plutôt le choke, c'est vrai que ça indique aussi une orientation et c'est assez vrai en fait finalement, je trouve. Alors que Grizzlies FR nous dit, ah bah c'est évident, Ja est en dessous de ce qu'on attendait et on va y venir, Ja justement, puisque Kawalito nous dit, non mais Morant est locked in, il a Beverly dans le short, il se fait agresser en défense ce qui l'amène à beaucoup de fautes. Ce à quoi répond Grizzlies FR, et ça nous donne la transition, c'est pour ça que je fais tout ce petit résumé de ce que vous dites dans le chat, ce qui est toujours intéressant. Cela dit, nous dit Grizzlies FR en réponse à Kawalito, résumer la défense sur Morant au simple taf de Beverly, c'est pas forcément juste, et on va y venir justement. Quelle parfaite transition, quelle alley-oop depuis le chat, merci à vous bien évidemment.
Ja Morant qui, alors on va le faire des deux côtés du terrain parce qu'il y a des choses à dire des deux côtés du terrain, et on va commencer par les difficultés qu'il a offensivement effectivement et la défense proposée par les Wolves pour tous ceux aussi qui n'auraient pas suivi la série et qui voudraient un petit point tactique, technico-tactique bien évidemment là-dessus. Les Wolves, on le disait un peu en preview du coup, défendent en edge vis-à-vis de Ja Morant sur le pick and roll. En tout cas, l'idée du coup du edge, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, je le redis. D'ailleurs, je vais être vraiment le premier sponsor du edge, je pense, en tant que démocratisation. À chaque fois, je l'explique. Donc l'idée du edge, c'est que arrivé sur le pick and roll, le défenseur du poseur d'écran va venir au niveau du porteur du ballon adverse, va venir l'empêcher vraiment de pouvoir driver ou quoi, et juste au moins le temps, ça dépend, après ça peut se transformer en prise à deux, il y a du hard edge, du soft edge, des choses comme ça, mais il va empêcher le porteur du ballon d'exécuter correctement en allant vraiment sur lui de manière agressive et en permettant au défenseur attitré du porteur du ballon de passer l'écran et de revenir sur lui. En attendant, le rollman, donc l'intérieur ou le joueur qui a posé l'écran pour libérer le porteur du ballon, lui va être laissé tout seul, mais là c'est à toute la défense autour de faire les aides à chaque fois pour ne pas laisser de joueurs ouverts. Et donc du coup, très souvent, la faiblesse de cette défense-là, c'est le corner opposé où très souvent un défenseur en aide fait la rotation et se trouve à couvrir deux joueurs dans le corner et donc faire un choix potentiel. Et si le porteur d'écran est un playmaker au talent suffisant, il est capable souvent de passer outre cette défense et trouver dans le corner opposé le joueur ouvert. Et c'est un peu le pari que font les Wolves face à ces Grizzlies, c'est de transformer Ja en playmaker. En tout cas, il le force grâce au edge, il l'empêche grâce au edge de driver très rapidement dans la raquette. En plus de ça, ils ont des aides assez agressives dans la peinture pour lui permettre vraiment de le dissuader d'aller dans la peinture. Bien sûr, c'est là sa zone préférentielle. Ja Morant, c'est là où il excelle. Et donc, il est très embêté parce que et au drive et dans la peinture, il est très empêché par cette défense des Wolves qui ont un plan de jeu vraiment spécifiquement pour lui. Et tu le disais parfaitement, Julien, c'est vraiment un scouting des deux équipes qui est assez parfait sur les deux stars et vraiment une défense construite autour de ça. Et ils font le pari du coup de tu vas être obligé déjà de à chaque fois faire la bonne lecture de jeu et réaliser la bonne passe et aussi du coup déléguer le jeu au reste de l'équipe. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal sur le playmaking. Après, je trouve qu'on voit aussi la différence du coup entre un bon playmaker que peut être Ja et un playmaker élite, dans le sens où en termes de timing, il y a toujours un petit peu de retard, ce qui fait que les Grizzlies ne peuvent pas parfaitement en profiter et ça ouvre des potentiels close-out pour les Wolves. Et à côté de ça aussi, parfois, il y a des lectures peut-être un petit peu meilleures qui ne sont pas forcément faites. Quelles sont potentiellement les solutions ? Je sais que Grizzlies FR est dans le chat. Jusque-là, je trouve que ça marche très bien. Il y a eu, je trouve, dans les deux derniers matchs, et notamment au Game 3, des situations intéressantes, notamment autour de Ja Morant en termes de rotation et de changement de personnel autour de lui. Il y a eu un run dans le Game 3, dans le troisième quart-temps, à la fin du troisième quart-temps, à cheval sur le troisième, quatrième, qui était intéressant, où il y avait notamment Tyus Jones qui était mis avec Ja Morant. Ça permettait aussi de faire une passe plus facile et Jones, lui, ensuite se chargeait du playmaking et ça accélérait un petit peu les changements et les passes et du coup de trouver l'open man potentiellement. C'était quelque chose qui m'intéressait aussi en pensant que par exemple Jaren Jackson Jr. pourrait être un problème vis-à-vis du edge parce que c'est un intérieur qui peut potentiellement shooter à 3 points. Il fait pas une série incroyable à 3 points et donc du coup je trouve que cette solution-là est pas forcément viable. Et puis globalement, moi je parlais même de l'équipe en général, je pense à Dillon Brooks notamment, je le trouve assez en délicatesse offensivement. Je trouve qu'en fait c'est très bien exploité par les Wolves, d'autant plus que les Grizzlies offensivement subissent un peu leur manque de shoot extérieur sur ce genre de phase parce que, étant donné que la peinture est vraiment parfaitement chargée
de défenseurs de la part des Wolves, et ben la sanction elle pourrait venir de l'extérieur, sauf que les Grises sont pas super adroits en fait dans l'exercice et ont pas forcément des shoots. Il y a Bane, et Bane fait sa série, c'est-à-dire qu'il est très régulier et il est il est tout aussi bon au shoot qu'on peut attendre de lui, un très bon shooter, peut-être un des meilleurs shooters de la saison, et qui continue son chantier en playoff. Mais à côté de ça, il n'y a pas d'autres shooters super réguliers du côté des Grises. Je trouve que Dillon Brooks c'est pas trop ça. Jaren Jackson Jr., on l'a dit, il pourrait sanctionner, mais finalement c'est pas trop ça non plus sur la série. Il n'y a pas grand monde de plus, et je trouve que Tyus Jones par exemple c'est aussi une solution intéressante, et je pense que c'est là aussi que ça a été intéressant dans cette série, dans ce Game 3 et ce run, parce que lui shoot décemment à 3 points. Alors j'extrapole énormément, je suis pas sûr qu'on verra ça, parce que ça peut coûter de l'autre côté du terrain, notamment en termes de taille, alors qu'il y a déjà une bataille au rebond qui est assez acharnée. Mais les autres shooters, c'est donc Tyus Jones, je l'ai dit. Il y a aussi D'Anthony Melton qu'on peut imaginer en bon shooter et en shooter correct, et qui pourrait aussi peut-être amener ce shoot extérieur dans cette unit là avec Ja. John Concar qu'on n'a pas encore vu, si je ne m'abuse. Je sais qu'il y a Grizzlies FR dans le chat. Vous, le chat, n'hésitez pas à donner d'autres solutions, d'autres idées. Comment ça se passe pour Ja par rapport à ça? Comment est-ce qu'on réussit à casser ça? Il y a aussi le fait que lui, en étant très agressif, peut réussir parfois à choper des fautes. Il y a aussi une idée j'ai noté rapidement, je vous fais une liste et après on en discute de manière un peu plus à l'arrache. J'ai noté un petit truc qui était intéressant, qui m'avait intéressé, c'est l'idée de backscreen. C'est-à-dire de rescreener en fait derrière un petit peu un Spain pick and roll. On en parlera bien sûr avec FD tout à l'heure. Il faudrait en parler du Spain pick and roll. Hein. Il faudrait en parler. Quelque chose là-dessus. C'est un petit teasing bien sûr qu'on vous fait, qui est intéressant, mais cette fois-ci pas forcément pour jouer la lecture de jeu et la libération en fait des autres avec un meneur playmaker, mais pour finalement en fait faciliter le drive de Ja en fait, et enlever en fait une aide potentielle dans la peinture. Et moi il y a un truc que j'attendais et qui n'est toujours pas tombé. Et c'est pour ça que je voulais finir avec ça. C'est pourquoi pas faire des pics beaucoup plus hauts en fait. Et donc du coup laisser beaucoup plus de place sur le terrain à Ja Morant de potentiellement briser et faire des slips, etc. Briser ce edge en pick and roll en faisant parler sa vitesse sur beaucoup plus en étant beaucoup plus lancé. Moi c'était la solution principale que j'imaginais, et c'est pour ça que j'étais un peu sceptique quant à la solution parfaite du edge du côté des Wolves, mais force est de constater que c'est absolument pas tenté de la part des Grises. Bref, j'ai fait une petite liste, j'étais un peu en mode tunnel, excusez-moi, donc je vous laisse la parole. Je sais pas Julien si tu as quelque chose à dire par rapport vis-à-vis de tout ça, pendant que je lis un petit peu le FD, n'hésite pas aussi bien évidemment à intervenir si ça te parle, pendant que je lis un petit peu le chat et que je vois ce que ça donne dans le chat, ce qu'ils peuvent nous dire comme potentielle solution là-dessus. Ouais, juste pour revenir sur ce dernier point de poser les écrans plus haut, les joueurs qui ont beaucoup utilisé ça ces dernières années, c'est qui? C'est Steph Curry et c'est Damian Lillard, parce qu'ils avaient cette menace de pull-up. Alors avant de laisser Julien partir sur plus l'enjeu de la série, moi je pense que c'est ça aussi la limite de Ja Morant pour l'instant, c'est que si tu poses les écrans plus haut, peut-être que justement les Wolves vont s'ajuster et puis qu'ils vont un peu sortir de ce edge, ou ils vont faire un edge moins fort. Et à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas cette menace du pull-up, ils vont juste reculer. Et en finale, en fait, tu vas neutraliser cet écran qui va être posé plus haut. Je pense que c'est ça, pour moi, la limite. Après, ça, effectivement, on peut le tenter. Vas-y, Julien, je te laisse parler. J'allais boire un coup, j'allais faire une FD. Non, mais tu m'as clairement devancé sur le sujet. C'est ce qui un peu me saute aux yeux sur les matchs de cette série. En termes de limite pour Ja Morant, qui est un énorme joueur, c'est pas la question, mais par rapport à la défense qui lui est imposée par les Wolves, il y a deux limites fondamentales chez lui. Alors, c'est pas un playmaker élite pour le moment. C'est un très bon playmaker. On l'a vu sur les games 2 et 3, même le game 4, il est capable d'aller chercher des lignes de passe incroyables, ce côté faible, etc. C'est pas pour rien, je regardais Desmond Bane qui tourne à 23 points sur la série de moyenne, qui tourne à 18 points de moyenne en saison régulière. Les 6 points, c'est très simple, je schématise, hein, mais ils viennent de 2-3 points de plus marqués par match. Il en marque 3 dans la saison régulière, il en marque 5 par match en moyenne sur la série, c'est énorme.
En plus, il est redoutable en termes d'efficacité, il est à 48%. Donc ça, c'est aussi, le talent de Desmond Bane, mais aussi la capacité à Ja Morant d'aller le trouver, justement, quand il est pris très très haut, et d'aller chercher des lignes de passe compliquées pour aller trouver Desmond Bane. Donc, déjà, même si Ja Morant est un très bon playmaker, peut-être que si demain, il se transforme en playmaker élite, ça permettra de contourner plus efficacement cette défense-là. Néanmoins, ça rejoint aussi ce que tu disais, Clément, c'est qu'en est-il après des shooters du côté de Memphis? Parce que si Desmond Bane est lui très très efficace, c'est un petit peu moins le cas des autres, notamment Jaren Jackson et Dillon Brooks. Alors Dillon Brooks, il compense aussi par une capacité à mettre parfois des tirs extrêmement compliqués, des tirs où quand tu es fan des Wolves, tu les regardes et tu fais, quand ça rentre, ça fait filoche en fin de game 4, tu fais oh putain, c'est pas possible. Donc c'est aussi l'avantage de ces inconvénients, hein. Mais bon, globalement, c'est vrai que pour Ja Morant, en tant que playmaker, c'est pas forcément le plus évident. Donc, il y a un petit peu des deux, très clairement. Et puis, la deuxième chose, voilà, je vais pas répéter ce qu'a dit FD, mais clairement, il y a des moments où tu vois la défense, comment elle est mise en place, tu vois un petit peu l'écart qui peut être pris, et tu te dis, putain, mais là, s'il avait un pull-up, sans aller à un pull-up à 12 mètres, hein, sans être Trae Young ou Damian Lillard, mais s'il avait un pull-up à 3 points bien plus fiable, ça poserait d'autant plus de problèmes à la défense des Wolves. Donc là, c'est vrai qu'on a fait le choix, comme tu le disais, de blinder la raquette, absolument. C'est ce que disait Ja Morant lui-même. Je crois que c'était en sortie de Game 3, qu'il avait souvent trois gars en face de lui lorsqu'il rentrait un petit peu dans la raquette. Donc c'est le choix qui a été fait. Pour l'instant, il est payant. C'est à Ja Morant comme à Karl Anthony Towns d'ailleurs de s'ajuster à titre individuel parce que Chris Finch et Taylor Jenkins peuvent leur trouver un petit peu des solutions à droite à gauche, comme tu dis. Alors voilà, tenter une ou deux fois dans le match peut-être des backscreens, ou pour Karl Anthony Towns tenter ce qu'ils ont fait, la sortie d'écran pour aller prendre pour les pull-ups à 3 points et sortir du marquage de Brandon Clark. Voilà, il y a quelques séquences qui peuvent être créées comme ça par les coachs d'un côté ou de l'autre pour essayer de leur trouver 2-3 situations de plus un peu plus faciles. Mais c'est aussi surtout à eux, à titre individuel, de s'ajuster à la défense qui leur est imposée et qui montre leurs limites fondamentales. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est des aspects de leur jeu qui doivent progresser, qui doivent évoluer. Ja Morant est plus jeune que Karl Anthony Towns, il a plus de marge potentiellement pour faire évoluer ces choses-là. Mais voilà, si demain il développe un playmaking élite, encore une fois, il n'est pas mauvais son playmaking, ou un shoot à 3 points fiable, l'équation elle sera d'autant plus difficile à résoudre, c'est sûr. Ouais, je trouve que je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que je suis quand même assez agréablement surpris par le rythme de Ja et il panique pas dans ces situations-là, il trouve quand même bien souvent les bonnes passes. C'est pas élite dans le sens où c'est pas parfaitement timé, tu sens que c'est pas complètement maîtrisé, ou dans le sens où il pourrait vraiment en profiter pour le coup, comme on peut voir des Trae Young, des Doncic. Je pense à Dallas du coup, des Doncic vraiment surexploiter ce genre de défense parce que ils savent absolument bien faire la passe très rapidement, etc. Et donc du coup en fait ça met vraiment en difficulté l'adversaire. Là c'est correct dans le sens où il trouve les bonnes personnes, etc. Il fait pas trop de pertes de balles et tout, donc c'est quand même à noter vis-à-vis de Ja. Ensuite il y a un truc, je me dis c'est intéressant aussi parce que encore une fois, même pour Kat aussi, alors même si Kat est un peu plus âgé maintenant, hein, tu le rappelais Julien, c'est intéressant aussi de voir que c'est des joueurs qui ont potentiellement de l'upside et du potentiel et des choses à faire évoluer dans leur jeu, et ça montre aussi ce genre de peut-être faiblesse ou autre. Je vais reprendre un message de Grizzlies FR pardon, dans le chat qui nous dit: on peut survivre avec un Ja en demi-teinte, petit pourcentage, peu de scoring compensé par des passes. Plus compliqué de survivre sans un Jaren, d'autant avec Adams déjà out de la rotation. Ça rejoint un peu le message aussi de Val qui nous disait à un moment que c'était peut-être une série de lieutenants finalement, avec 2 FP qui sont plutôt bien neutralisés mine de rien par les deux équipes, et c'est vrai que ça peut se valoir, se faire comprendre, surtout qu'en vrai quand on regarde la physionomie des matchs, il y a eu un gros Anthony Edwards dans le Game 1, ça a été important, et ça se joue peut-être parfois effectivement à ce genre de step-up de la part des autres joueurs de l'équipe, et on va y revenir. Ça aurait pu faire ma transition parfaite, j'ai mal timé, j'aurais dû commencer par la réponse de Val qui dit: après, l'espace qui se libère avec les high pick and roll pour Curry Lillard sera davantage utilisé par Ja pour prendre de la vitesse au lieu de pull-up.
je vois pas en quoi ce serait incompatible. Le edge nécessite aussi une grande justesse, les fois où Towns n'est pas hyper bien timé, Ja splits parfaitement bien entre les deux joueurs ou le déborde de vitesse sur le côté. Sur du high pick and roll, ce serait peut-être encore plus exploitable. Je suis assez d'accord avec Val, d'autant plus que en fait, par exemple, il arrive déjà à split Ja 2, 3, 4 fois par match sur cette défense en edge entre Karl Anthony Towns, ou en tout cas l'intérieur screener et le défenseur sur lui. Et le truc, c'est que il peut pas vraiment l'exploiter même quand il arrive à split le pick and roll parce que il arrive pas à s'élancer en fait. Après, il est tout de suite cueilli par l'aide dans la peinture et il peut pas vraiment exploser au cercle, il peut pas vraiment faire parler ses capacités athlétiques. Il chope 2-3 fautes comme ça, mais bien souvent, il y a 2-3 fois il s'est fait contrer assez salement ou autre. En fait, là, avec le high pick and roll, il aurait l'avantage au moins en plus on le sait, c'est un peu une tête brûlée, de partir en fait, d'exploser dans la peinture, et en fait à partir de là le moindre contact quand il est en l'air c'est faute quoi. Et donc du coup là d'un coup déjà tu mets tout le monde en foul trouble potentiellement en face, donc c'est potentiellement très problématique pour les Wolves, et tu récupères des lancers francs en réalité. Donc j'ai quand même l'espoir de voir du high pick and roll sur cette série tentée de la part des Grizzlies pour sortir un peu déjà de ça, parce que je pense que ça peut être intéressant techniquement. Ceci étant dit, ce que je voulais dire, et on revient à l'aspect peut-être série de lieutenants et autour. Moi, c'était un petit point, mais je pense qu'on peut en profiter pour faire un petit peu plus large. Je notais que en termes de banc, de rotation, de profondeur, je trouvais quand même que les Grizzlies étaient intéressants, peut-être un petit peu avantagés. Je pense notamment à l'apport de Tyus Jones. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je reviens dessus. Je trouve qu'il joue assez juste. Un Kyle Anderson aussi que j'aime beaucoup, que je trouve il apporte toujours sa sérénité, son rythme complètement à côté de cette série, qui est totalement différent de ce qui se passe dans cette série, qui est quand même une série très poussée en termes de pace. Lui est beaucoup plus lent, etc. Mais ça fait énormément de bien, je trouve, à ces Grizzlies de temps en temps. Est-ce que, Julien, on parlait de McDaniels dans le chat, est-ce que, Julien, t'as des joueurs comme ça que tu trouves intéressants du côté Wolves? Il y en a plusieurs. Et après, c'est ce qui va faire aussi un petit peu la différence dans la série, c'est qu'on a deux effectifs qui sont profonds. En essayant d'être le plus rapide possible. McDaniels, d'un côté, a fait des très bons matchs défensivement. Offensivement, c'est souvent plus compliqué, mais il est capable de temps en temps de sortir 2-3 actions. Tu sais pas d'où ça vient, donc tu sens qu'il a quand même du talent. Le garçon est capable de poser un dribble, de prendre un petit pull-up, ça lui arrive. Quand il est à droit à 3 points, c'est tout bénef. Après, il est tellement formidable en défense sur l'homme que c'est déjà un apport incroyable. C'est ses premiers playoffs à lui aussi, faut quand même pas l'oublier. Donc c'est une belle première campagne. McLaughlin aussi qui fait des bons playoffs, qui a fait un super game 4, qui nous sort un petit peu d'un run potentiel des Grizzlies qui nous faisait mal. Donc on a pas mal. Beasley qui avait fait le game 1, qui depuis est plus discret. C'est ce qui se passe un peu des deux côtés. Les Grizzlies, ils ont DeAndre Melton, ils ont Tyus Jones, ils ont Xavier Tillman qui est sorti de la boîte pendant un game, ils ont pas mal de monde aussi. Donc c'est une série où les joueurs de moindre importance peuvent sortir de la boîte. C'est aussi au coach de les sortir au bon moment. Donc non, c'est cool aussi de voir que certains gars du côté de Minnesota sont capables de faire le taf. Jordan McLaughlin, moi je l'avais dit sur la preview, j'avais dit qu'il pouvait avoir sa chance justement parce que pendant les playoffs, comme tu le dis, jouer sur demi-terrain parfois c'est un petit peu imposé aussi, parce que les playoffs ça se passe comme ça et qu'on pouvait pas courir dans tous les sens comme on peut le faire en saison régulière, que ce soit côté Grizz ou côté Wolves. Et dans ce registre-là, Tyus Jones est incroyable du côté des Grizzlies. On en sait quelque chose à Minnesota, on l'avait il y a quelques années. Et on peut que le regretter parce qu'il est fabuleux en meneur backup, surtout dans ce rôle-là de gestion de tempo. Mais de notre côté, McLaughlin qui quand même step up et qui est capable aussi de ralentir le rythme et de poser un petit peu le ballon. Donc ça, c'est vraiment cool de pouvoir compter sur ça aussi. Voilà, un petit peu pour les joueurs d'appoint. C'est aussi, je reviens sur Kat, l'importance extrême d'avoir Kat dans le match. C'est aussi de pouvoir se permettre de ne pas avoir Naz Reid sur le parquet. Voilà. Clairement, j'aime bien Naz Reid, hein, mais il est sympathique, on l'aime bien du côté des fans des Wolves, mais en playoff, il est très vite pénalisant parce que défensivement, c'est pas bon du tout. Au rebond, c'est pas fou. Donc, à part quand ça lui arrive une fois sur 10 de prendre un peu fou offensivement et de marquer 15 points rapidement, c'est un impact qui est globalement négatif. Donc, il faut qu'on puisse se passer de lui le plus souvent possible.
Memphis arrive à se passer de Steven Adams. Ça va que Jaren Jackson n'est pas incroyable sur la série, justement. Donc pour l'instant, c'est à notre avantage. Juste pour terminer, par rapport à ce que tu disais aussi sur Ja Morant, offensivement, on a un Jaren Jackson qui tourne à même pas 32% à 3 points sur la série. Il faut regarder un petit peu aussi, quand il y a du pick and pop, Ja Morant, Jaren Jackson, ça pourrait être une solution pour Morant aussi, offensivement. C'est difficile à défendre pour Minnesota parce qu'en général, Jaren Jackson pop du côté faible. Donc, Kat, il est côté dribble. Donc, ça veut dire que c'est un joueur, souvent D'Angelo Russell, qui doit défendre 2 gars à 3 points. Donc, si Jaren Jackson recule à 3 points, ça fait 2 gars à défendre derrière l'arc. Jaren Jackson trouve de l'adresse, ça peut être une solution aussi pour Memphis de passer en pick and pop avec Morant et Jaren Jackson. Voilà, je faisais une petite aparté pour revenir sur le sujet précédent. Grizzlies FR qui, un petit peu pour taquiner bien sûr, nous crie Nazrid dans le chat. On l'aime bien du côté des fans des Grizz aussi. Je pense que c'est le meilleur testament à ce que tu pouvais dire, Julien, où effectivement... il est sympa, c'est sûr, ouais, il est sympathique. Et voilà, en playoff, c'est compliqué, quoi. Alors que celle-ci je suis obligé de la faire parce que j'aime trop Kyle Anderson pour ne pas la lire. Kyle Anderson est plus lent que Windows 10, mais est-ce que c'est Windows 10, c'est pas le plus lent en plus des OS, mais je reconnais bien là ton côté nerd, Guillaume, qui je suis sûr, parce que toi tu tournes sur Linux, c'est bien évidemment sûr et certain. On va s'arrêter là sur cette série entre les Grizzlies et les Wolves. Pronostic, nous dit Val, moi les deux je serais content. Di Motombo nous dit de manière générale, les Grizzlies ont encore beaucoup sous la pédale, c'est un peu moins le cas des Wolves, plus de possibilités d'ajustement. Je suis d'accord théoriquement. Je trouve que dans les faits, ça se discute, et je trouve que la série prend un tour très différent, et je suis beaucoup moins d'accord avec ça parce que je trouve qu'en fait ça se joue effectivement un peu plus aux soldats derrière qui vont step up ou pas, et je trouve que c'est très aléatoire comme façon de voir la série, d'anticiper la série, et donc du coup potentiellement dangereux pour et l'une et l'autre des deux équipes, et on a vu qu'il y a eu des runs et des trucs de chaque côté des deux équipes, des moments de domination de chaque côté des deux équipes. Je trouve que c'est vraiment très disputé, beaucoup plus disputé que ce que ne pouvaient montrer les deux seeds. Donc pronostic, messieurs, on nous parle de 5-5, très sérieusement bien évidemment. On aimerait, moi en vrai je peux regarder cette série encore quelques temps. Je pense qu'il y a encore des ajustements tactiques à voir potentiellement, donc ça ne me dérangerait pas. Kawelito qui dit je reste sur mon 4-2 Wolves, même si le game 3 me fume. Avec peut-être, alors ça, les conneries, Val et Guillaume se sont bien trouvés là pour le coup dans le chat, messieurs. Julien, on commence par toi, Julien, bien sûr. En tant que fan, tu es le plus à plaindre en termes de pronostics. On te met directement dans la sauce. Non, je vais déjà maintenir mon pronostic parce qu'en bon fan des Wolves, je peux pas aller contre mon équipe, donc je vais maintenir mon pronostic que j'avais donné à la preview optimiste, mais 4-3 Wolves. Avec un Game 7 qui malheureusement serait pas au target. Je vois FD qui met un taquet dans son micro, mais qu'importe. Oui, ce serait un upset. Oui, on n'est pas favori, on reste pas favori. Oui, l'effectif de Memphis est un petit peu plus profond. Oui, ils ont un peu plus de possibilités. Néanmoins, je dirais pas jusqu'à dire qu'ils en ont beaucoup plus de possibilités d'ajustement. Faut pas oublier qu'ils ont déjà Steven Adams qui est sorti de la rotation, qui est quand même un titulaire initialement. Donc on a quand même déjà une option majeure de leur équipe en saison régulière, certes, mais qui est retiré de l'équation plus ou moins. On a vu que Xavier Tillman, ça a été sympa sur un match, mais que sur le Game 4, il a pris l'eau par Karl Anthony Towns. Donc ils n'ont pas non plus tant de solutions que ça, notamment à l'intérieur. C'est sûr que si Jaren Jackson d'un coup élève drastiquement son niveau, ça peut changer beaucoup de choses, mais ça vaut aussi de l'autre côté, du côté des Wolves. Si D'Angelo Russell sort enfin un deal game comme il est capable de le faire, ça peut fonctionner aussi. Je pense que non, la série va rester serrée, je l'espère en tout cas. Donc 4-3 Wolves pour me mouiller un peu. Et voilà, je pense qu'il y a des arguments des deux côtés très clairement. FD, peut-être ton pronostic juste avant de laisser Julien, histoire que tu puisses avoir un motif de castagne après le tennis la prochaine fois. Non, mais la raison pour laquelle j'ai défoncé mon micro, c'est parce que j'ai le même pronostic en fait. Il m'a volé mon prono. Voilà. Oui. J'ai envie de voir cette série aller en 7. Je pense que comme tout le monde, on a envie de voir ça aller au bout. Et puis après, voilà, j'ai vu que Val a fait exactement le même pronostic que moi, donc je suis doublement déçu.
Mais j'ai envie de voir Patrick Beverley faire un match 7 incroyable à Memphis. Et du coup, voilà, Wolves en 7. Et du coup, ce qui va commencer un été d'introspection important pour les fans des Wolves qui peut-être vont commencer à douter de Ja Morant. Et j'ai envie de voir ça.